C'est un disque de jazz donc de Griffin et Davis. Ça s'appelle Taoug Est Tenor, excusez mon anglais. Et donc voilà, c'est en vinyle et musicalement, je crois que c'est un très bon, c'est un très bon disque de jazz. Alors mon histoire avec ce disque, c'est qu'en fait, à la base, c'est un disque de mon père. Donc c'est le disque de mon père, il le mettait quand j'étais petit, dans le petit appart, tout ça. Moi je connaissais pas trop à l'époque, je devais avoir 10, 11, 12 ans, tout ça. Il le mettait souvent le dimanche. Et en fait moi j'écoutais ça sans vraiment connaître, j'avais pas de, sans vraiment connaître. Et j'aimais bien les sons qui sortaient parce que ça mettait vraiment une ambiance dans la maison, tout ça, enfin c'était c'était sympa quoi. C'est des disques de mon père en fait, il les achetait dans les années 70. Et, donc il était vraiment à fond soul, jazz et tout ça. Et moi, plus je grandissais, plus j'aimais la musique et plus forcément j'écoutais un peu ce qu'il avait en vinyle. Et donc j'ai bien aimé celui-là, ce vinyle. Voilà. Et comme j'aimais beaucoup les histoires, tout ça, j'avais l'impression qu'en écoutant ce disque, à travers les instruments, ça racontait une histoire. Après, bon, voilà, ça m'avait ouvert l'imaginaire, tout ça. C'était à l'époque que je découvrais aussi l'écriture, donc forcément, ça s'est imbriqué en fait l'un avec l'autre. Et je m'imaginais surtout des histoires dans les rues de Harlem, enfin des trucs de ce genre-là. Même des histoires de banlieue, des ruelles, enfin. C'est surtout l'instrument lui-même, le saxo, qui permettait, je trouve, d'ouvrir l'imaginaire et de s'imaginer plein de choses à travers les sons qui défilaient en fait. J'imaginais que c'était des mecs qui travaillaient à l'usine. J'avais l'impression, tu sais, quand je voyais la photo, j'avais l'impression que c'était des mecs qui sortaient de l'usine, après ils prenaient leur instrument et ils jouaient, tout ça. J'avais toujours, euh, j'avais toujours l'image, en fait, c'était des mecs un peu, tu sais, prolétaires comme ça, qui après le boulot aimaient bien aller boire un coup et jouer du saxo. Je sais pas pourquoi, mais peut-être c'est un lien avec mon père, enfin je sais pas, tu sais, voilà quoi. Et quand je l'ai récupéré, justement, j'ai récupéré pas mal de CD de mon père chez moi. Euh, et j'ai écouté une ou deux fois et donc ça m'a motivé à reprendre un instrument, et notamment le saxophone. Voilà, c'est presque grâce à ce CD-là qu'aujourd'hui je me suis remis au saxophone, tout ça. Ça m'a permis de connaître d'autres artistes comme Kenny Dorham, Sonny Liston, Nina Simone, Chet Baker, tout ça. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit dans l'idée que la, la voix, enfin, ces instruments-là m'ont vraiment fait comprendre que la voix rajoutée dessus était le dernier instrument d'un son. Et donc ça m'a vraiment inspiré. Parce que c'est hyper vivant et j'aimerais bien le reproduire dans les sons que je serais amené à faire ou que je fais en ce moment. Je me posais la question comment les mecs ils faisaient pour tenir, pour jouer des minutes comme ça à souffler. Et avant d'être confronté moi-même au saxo, je croyais que c'était facile. Je croyais qu'il suffisait de souffler. Mais en fait non, c'est hyper compliqué, tenir la rythmique, les notes et en même temps toujours trouver le truc, savoir gérer son souffle et tout. Euh, c'est ça un peu qui. Moi, je me posais toujours la question comment ils font les mecs. Et simplement, ils avaient du coffre en fait. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est endurance. Enfin, je suis dans ce truc-là. Et j'étais à un moment aussi de ma vie où justement le saxophone, justement, où je manquais de coffre au niveau de tout.
Et justement, c'était l'occasion, enfin, tout faisait en sorte que je me dirige vers cet instrument. Voilà. Donc, je me demandais comment ceux qui faisaient du saxo, ils pouvaient avoir autant de souffle avec la vie qu'ils menaient. C'est parce que la plupart des saxophonistes, enfin pour avoir lu certaines biographies, c'était des bons vivants. Ils buvaient pas mal, ils fumaient. Je me demandais toujours comment ils faisaient pour conserver le souffle, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois, je ne sais pas encore. Je ne sais pas, mais je compte bien le découvrir quand même. Les rythmes de CD-là me fascinaient, pas que de celui-là d'ailleurs, de plein de trucs, mais comment c'était joué, j'avais l'impression que c'était hyper spontané, direct, limite du live, tu vois. Et, donc voilà, donc ça faisait un truc. En écoutant ces sons-là, j'avais pas l'impression de mettre un CD, si tu veux. J'avais l'impression, tu sais, c'était des mecs qui étaient dans mon salon, ils jouaient, et ça donnait un truc hyper authentique. Et voilà. Et ouais, m'inspirer de ces mecs-là, de leur son, ouais, bien sûr. C'est une évidence. Pas que d'eux d'ailleurs, d'autres artistes aussi, dans le même genre en tout cas. En tout cas, niveau rythmique et ambiance, moi c'est ce qui me plaît et c'est quoi j'ai envie de un peu explorer à travers le son que je fais. Ouais. La sensation que j'ai en ayant un saxon dans les mains, c'est vraiment cet esprit de liberté, de pouvoir guider mon souffle en fait, le rythme. Donc voilà. The Tauhest Tenor, l'album qui réunit Griffin et Davis, a été enregistré de novembre 1960 à février 1962 à New York. Produit par Orrin Kipnews pour le label Millstone, The Tauhest Tenor est un album qui devait réunir deux musiciens individuels aux techniques inventives. L'album est sorti en vinyle aux États-Unis en 1976. Malgré la rivalité qui a pu exister entre les deux ténors pendant la réalisation, la qualité musicale n'en a pas été affectée. Johnny Griffin est né en 1928 à Chicago. Saxophoniste au lyrisme incisif, il a été surnommé The Little Giant. Il a commencé sa carrière au sein de l'orchestre du vibraphoniste Lionel Hampton, où il est resté pendant 2 ans. Dans les années 60, il a fondé un groupe avec Eddie Davis, surnommé Lockjaw. Leur collaboration a donné lieu à plusieurs albums, notamment The Tauhest Tenor, qui est sorti en vinyle en 1976. Johnny Griffin est décédé le 28 juillet 2008 en France, avant un concert qu'il devait donner à Châtellerault. Eddie Davis est né en 1922 à New York. Surnommé Lockjaw, il a commencé sa carrière avec Benny Carter, puis il a collaboré avec Louis Armstrong. À partir de 1960, il se produit souvent avec Johnny Griffin, qui a donné la collaboration que nous connaissons avec The Tauhest Tenor. Eddie Davis a sorti pas mal d'albums, notamment Modern Jazz en 1957. Son dernier album a été fait en 1986 et ça s'appelait Juice Blues. Eddie Davis est surtout connu pour avoir été sideman dans d'autres groupes, notamment avec Count Basie en 1952 et avec Dizzy Gillespie, où il a collaboré dans l'album The Dizzy Gillespie Big Seven en 1975 pour le label Pablo. Eddie Davis est décédé le 3 novembre 1986 en Californie.